15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Alors une fois de plus, bienvenue, bonjour, bienvenue dans le point littéraire, c'est votre escale hebdomadaire sur les ondes de Royal FM 88.4, là où les mots prennent le pouvoir et les idées s'incarnent. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition doublement inspirée, placée sous le signe de la responsabilité et de la création. Deux auteurs, deux œuvres de regard puissants sur notre société. Jules-Noël Tanquio nous invite à réfléchir à l'avenir linguistique de l'Afrique, un essai percutant sur le rôle crucial et la responsabilité parentale dans la transmission des langues et des identités. Eh bien, c'est un livre qui a été publié à l'Harmattan. Ce livre interroge les choix familiaux, les politiques éducatives et les enjeux de souveraineté culturelle. Ensuite, Donald Nzié, quant à lui, nous plonge dans l'univers de Gigolo. La Bonne, la Brute et le Brigand, une œuvre livresque et littéraire qui explose et explore les marges du désir et de la contradiction d'une société en quête de repères. Entre satire sociale et tension dramatique, ce récit bouscule les codes et questionne nos regards. Eh bien, Jean-Jacques Foucault pour orchestrer cette rencontre entre pensée critique et création artistique, entre engagement intellectuel et audace narrative. En tout cas, restez avec nous. C'est jusqu'à 16h pour la première partie. Il est déjà avec nous, Jules Tanquio, c'est le tout premier auteur. Rappelons que Jules Tanquio est pasteur camerounais depuis 25 ans. Il a une expérience unique qui nourrit son engagement pour la préservation des langues africaines. Sa formation en théologie, licence et bachelor en divinité, lui a donné une compréhension assez approfondie des valeurs familiales et communautaires. Père de 6 enfants, il conjugue son expérience pastorale et famille pour aborder avec justesse et sensibilité les enjeux de la transmission linguistique. Eh bien, ce livre est le fruit de sa réflexion. Il est avec nous en direct, Jules-Noël Tanquio au téléphone. Bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi, monsieur Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes exactement à quel endroit en ce moment au Cameroun ? Oui, c'est exactement en Konsamba. Comment se porte la ville de Konsamba ? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Les activités, tous nos ralentis, mais tant bien que mal, les populations s'en sortent. Je disais tout à l'heure que vous êtes auteur du livre L'avenir linguistique de l'Afrique, le rôle crucial de la responsabilité parentale. C'est un livre qui est paru aux éditions L'Harmattan. Comment est-ce qu'on se sent lorsque son livre est désormais disponible ? On imagine que c'est plusieurs semaines, jours, nuits d'insomnie certainement. Et effectivement, on se sent satisfait, on se sent accompli, on se sent content. Oui, c'est vrai, comme vous le dites, effectivement, c'est des nuits, des mois et des années de travail qui a culminé pour donner ce résultat que nous avons. Et mon plaisir a été immense lorsque le manuscrit a été accepté par cette grande maison d'édition. Et surtout le jour où le livre avait été publié, ma joie a été complète jusqu'aujourd'hui. Alors pourquoi le sujet intéresse votre personne, Jules Noël ? Pourquoi l'avenir linguistique de l'Afrique dépendrait-elle effectivement de l'accompagnement des parents dans le processus d'apprentissage de nos langues maternelles ? Oui, effectivement, cette thématique, cette approche est partie d'un constat personnel au sein de ma famille nucléaire même.
je me suis rendu compte que je n'enseignais pas mes langues nationales, ma langue maternelle à mes propres enfants, et qu'ils étaient incapables de s'exprimer dans cette langue-là. Et j'ai un peu poussé la curiosité en imprimant des formulaires pour sonder l'opinion. Allô? Alors, j'ai comme l'impression qu'on l'a perdu. On va certainement le retrouver avec toujours ce livre qui est plutôt très intéressant sur l'approche linguistique. Il est question ici de dire clairement que les parents doivent jouer leur rôle en ce qui concerne l'apprentissage de la langue maternelle. Quel est donc véritablement le rôle à jouer? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Autant d'éléments qu'il faut savoir. C'est avec ce livre de Jules Tanko qui est évidemment notre invité de cet après-midi et qui va nous donner davantage de détails. On rappelle que le livre est publié aux éditions La Matin Cameroun depuis quelques semaines à présent et qu'on peut le consulter. Le titre encore, L'avenir linguistique de l'Afrique, le rôle crucial de la responsabilité parentale. Alors, le temps de retrouver certainement un repérage d'Epine Konsamba, Jules Noël Tankyo, auteur du tout premier livre. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir l'auteur du second livre. Il est lui avec nous en studio, naturellement. C'est un jeune. Son nom c'est Donald Nzié. Il est un Camerounais bilingue, travaillant dans le domaine de la communication et même de la rédaction web. Il dévore depuis le collège des œuvres d'auteurs aussi variées que Guillaume Musso, Jules Verne, Pierre Bottero, Stephen King ou encore James Patterson. Gigolo est son premier roman. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Donald Nzié. Bon après-midi, bienvenue sur le Point Littéraire. Merci Jean-Jacques et merci pour l'accueil. Bon après-midi à vous aussi. Je ne sais pas s'il faut parler de roman ou alors il faut parler de roman policier. Dans quel genre vous classez votre livre que vous proposez aujourd'hui? Je classe le livre dans le genre du polar. D'habitude, quand on parle de polar, les gens pensent directement policier, enquête, mais ils ne savent pas que le polar est en fait même du genre thriller. Donc j'ai remarqué en lisant beaucoup de certains ouvrages camerounais, j'ai remarqué qu'il y avait justement cette lacune que nous avions en local pour les polars. J'ose croire que c'est un des premiers polars du genre pour le Cameroun. Vous avez un livre de 648 pages exactement. Pour un Camerounais qui n'est pas un lecteur féru, ça va être difficile. Comment finalement on est arrivé à ce résultat-ci? Ça nous prend combien d'années de travail? Concrètement, entre la phase de planification m'a pris environ 3 mois durant l'année 2023 et la phase d'écriture en elle-même m'a pris un peu plus d'un an. Et
À mon corps défendant, il était prévu pour faire la moitié de la taille qu'il a actuellement. Oui. Mais au final, il avait près d'un tiers de la taille de plus. Il avait 180 000 mots exactement. Actuellement, il a 135 000 mots. Donc, c'est après les coupes, grâce au bêta-lecteur qui ont fait des retours. J'ai coupé plusieurs scènes, j'ai arrangé et malgré toutes ces coupes, il a toujours eu cette taille qui a l'air énorme, mais à la lecture, on se rend compte que les chapitres sont courts. On s'oublie un peu. Oui. On s'oublie un peu, c'est bien écrit, c'est précis, c'est concis. Oui. C'est avec des mots compréhensibles par le Camerounais ou bien le lecteur ordinaire. C'est un peu normal parce que vous êtes un communicateur, vous êtes un rédacteur, donc la question du mot choisi, elle ne vous est pas du tout étrangère. Exactement. C'est pour la question du mot, justement, je cherchais à écrire un livre qui va pouvoir être lu par un maximum de personnes possibles, un maximum de Camerounais, pourquoi pas d'Africains francophones. Je ne voulais pas un livre qui va être, je vais dire, ultra intellectuel, qui va, je vais dire, avoir comme première priorité peut-être d'exposer des choses où je voulais d'abord la détente. Je voulais que le lecteur lambda, justement, à travers la taille, qui ne sente pas que non, il est en train de lire un livre volumineux, il va d'abord prendre du plaisir à se balader. Et s'oublier un peu. Alors, le titre, c'est Gigolo. Tous les Camerounais qui se respectent savent exactement à quoi ça renvoie. Et ils ne se font pas... je veux dire que le titre n'est pas trompeur. Oui. Car effectivement, c'est l'histoire d'un gigolo qui se dévoile à côté d'autres micro-histoires. Pourquoi gigolo? Le phénomène semble vous intéresser, vous, en tant qu'auteur. Gigolo parce que la société a évolué entre... Auparavant, on aurait écrit un livre sur les veuves noires, ce serait facilement identifiable. Un livre sur les gigolos, c'est par rapport à la société. Nous sommes dans une société où les rôles commencent à s'en mêler. Oui. Et les gens trouvent des façons ou d'autres de s'en sortir. Oui. Le personnage, en l'occurrence, en le lisant, se rend compte que lui, c'est sa façon à lui qu'il a eu pour se sortir des situations dans lesquelles il était. Oui. Kevin, qui est issu d'une famille difficile, il vit chez une tante où il rencontre beaucoup de difficultés. Oui. Il décide finalement de s'entraîner, je vais dire, de capitaliser sur ses charmes, sur ses avantages physiques, comme beaucoup d'hommes. Oui. Davantage des femmes. Mais pourquoi est-ce que ça choque? Parce qu'il s'agit des hommes? Concrètement, oui, parce que c'est inattendu. Cette image des hommes qui vont peut-être... Qui se font entretenir. Voilà, qui se font entretenir, qui vont se faire entretenir par des femmes, parfois le plus souvent plus âgées. C'est souvent, ça choque. On se dit que ça n'existe pas. Et c'est à travers des recherches que moi-même je me suis rendu compte. Je suis entré dans certains groupes en ligne où je me rendais compte qu'il y avait effectivement cette frange de la société. Oui. C'est un phénomène qui existe. Il existe effectivement des groupes, soit WhatsApp ou Telegram, où des femmes d'un certain âge demandent des services à des hommes. Oui, dans le roman, si le lecteur va se rendre compte, la scène par exemple où on parle à un moment, le mode d'admission des membres du club, c'est quelque chose qui est réel. Oui. Moi-même, on demande d'être propre, d'avoir certaines caractéristiques. Exactement. Donc vraiment, le livre est le reflet de la réalité. Oui. Aujourd'hui, le phénomène des gigolos, d'ailleurs, même dans nos langues locales, on a déjà des noms. On dit un tobo, pour dire que c'est un homme qui se fait entretenir. On appelle ambassadeur pour être plus poli. Exactement. Pour dire que c'est un homme qui est parti d'un endroit X pour aller habiter ainsi de suite chez la femme. Alors là, vous parlez quand même, à l'intérieur, on voit se dévoiler des petites histoires. Un Kevin, il doit épouser des femmes, une autre, ainsi de suite, pour devenir, parce qu'il avait un objectif, devenir milliardaire. Oui, milliardaire avant ses 40 ans, un rêve d'enfance. Et le roman en lui-même est justement une sorte de projection. Les personnes, on peut avoir des rêves d'enfance, mais jusqu'où on est prêt à suivre souvent nos rêves. Kevin est une sorte de matérialisation de jusqu'où on peut souvent aller, en meilleur et en pire. Oui, parfois prêt à tout. Voilà. Si on regarde aujourd'hui, si votre livre regarde ou jette un coup d'œil sur le phénomène chez les hommes, même chez les femmes, cela est également comparable. Sauf que là, déjà, vous avez parlé de polar et c'est clair qu'à l'intérieur, on voit des meurtres, des tueries, prêt à tout pour arriver à ses fins. Ça ressemble un peu à la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Exactement. C'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, qu'on voit beaucoup plus souvent. Une société beaucoup plus violente, prête à tout, parfois pour l'argent, pour le sexe, pour le pouvoir. Et dans le livre, on se rend donc compte que tout cela s'en mêle dans toutes les franges de la société, que ce soit au niveau le plus bas, les classes sociales défavorisées, tant à ce niveau qu'au niveau supérieur, même la classe haute. Est-ce que finalement la misère justifie aujourd'hui cet état d'esprit qu'ont certains jeunes hommes
à devenir prêtes à tout pour partager leurs services auprès des femmes plus âgées, en mal de sentiments, peut-être même aussi de sensations. En écrivant le livre, je n'ai pas cherché à répondre à une question. J'ai cherché à pointer du doigt plusieurs choses. Oui. Au lecteur lui-même d'interpréter ce qu'il aura de voir. Il y en a qui vont par exemple s'identifier à travers Kevin, le prendre comme un modèle. D'autres qui vont comprendre que c'est pas cette voie. Il y a beaucoup d'autres personnages auxquels on peut s'identifier à chaque fois. Il y a des bons aussi. Hein. Il n'y a pas que des Kevin dans le livre. Effectivement. Que l'auteur a su créer un univers totalement imaginaire. Est-ce que c'est des choses vues, des choses entendues, ou alors c'est la pure création? Il y a un peu de choses vues. Je préfère ne pas. Je me suis inspiré. Je me suis inspiré de beaucoup de choses. Déjà de mes lectures. Déjà le prisme même du gigolo. Il y avait justement, j'ai lu un livre sur les veuves noires. Et je me suis directement posé la question, et si on repart au contexte contemporain, puisque le livre datait des années 2000, au contexte contemporain, est-ce que le concept de veuve noire est-il encore d'actualité? Et si je racontais l'histoire d'un veuf noir, d'un personnage qui justement fait ce que les veuves noires font, mais avec un objectif. À la base, quand le sous-titre La Bonne, la Brute et le Brigand, les deux autres personnages n'étaient même pas censés apparaître dans l'histoire d'origine. Mais en écrivant, je me suis rendu compte que le livre aurait été un peu trop sombre. C'est là où j'ai dû donc mettre... Ils sont entrés naturellement dans l'histoire. Et à la fin, on se rend donc compte que les deux autres personnages, ils ont un rôle encore à suivre. Puisque le livre aura peut-être une suite dans les années à venir. Parce que, disons qu'il y a possiblement des tomes, 2, peut-être 3. Oui, celui-ci c'est le tome 0 techniquement par rapport à l'idée de tome. Vraiment l'entrée en matière en quelque sorte. Exactement. Alors, puisque le livre a été écrit, vous l'avez certainement fait lire. Il y a plusieurs personnes qui ont dit... Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a certaines réticences ou des réserves en ce qui concerne notre culture, de parler ouvertement des choses qui se font, mais sous le boisseau, en parler au grand jour, ouvertement avec des mots comme vous l'avez fait? Oui, exactement. Il y a beaucoup de ces restrictions-là. Mais le lectorat que j'ai eu à voir, le lectorat jeune que j'ai eu à voir, est très intéressé par ce genre d'histoire. C'est en faisant les recherches que je me suis rendu compte de cela et j'ai compris la pertinence de devoir écrire ce genre d'histoire et ne pas mettre que cela. Parce que beaucoup parlent de sexe, d'argent, mais ce n'est que de cela. J'ai voulu écrire une histoire beaucoup plus complète. J'aime souvent dire que ce livre est ma lettre d'amour au Cameroun. En le lisant, tout Camerounais, c'est vrai qu'il est universel, mais un Camerounais en particulier verra vraiment son pays sans maquillage. Sans le maquillage en bien ou en mal. On a aussi vu comment dans le roman, la question des gigolos, ça met parfois en lambeau des familles. Entre les enfants qui regardent leur maman s'enticher d'un jeune qui peut avoir leur âge. Ce n'est pas c'est pas souvent évident d'accepter cette réalité difficile. Mais d'autres diront, la mère a aussi droit à une seconde vie, à une autre chance lorsque le mari est parti. Effectivement. Et c'est justement ce tabou-là qu'il y a souvent. Beaucoup de femmes, en Afrique en général, au Cameroun en particulier, ont ce problème-là parfois des secondes noces. Quand c'est un homme qui va partir avec une jeune femme, on ne va pas beaucoup parler, ce sera naturel, mais quand c'est une femme, ça fait justement jaser. Dès le début de l'histoire, il y a un chapitre où le personnage féminin parle de cela, où les enfants ne sont pas à l'aise avec sa relation avec son homme actuel. Ça dérange en fait. Ça dérange. Et pourtant, nous sommes amenés à justement comprendre que les femmes aussi ont ce droit-là. Donc il y a cette égalité que je voulais aussi mettre en avant. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'entourer d'un peu de pudeur lorsque on décide d'aller prendre quelqu'un? Certes, dit-on, l'amour n'a pas d'âge, mais cela peut déranger, avoir un peu de pudeur quant à l'être qu'on va choisir pour la suite pour la suite de sa vie quand même. Est-ce que l'amour a une frontière? Est-ce que l'amour a une question d'âge? L'amour, ce n'est pas une question d'âge. Si on rencontre sa personne et qu'il y a cet écart, mais qu'il y a justement cette fusion, qu'il y a cette compréhension-là, pourquoi pas? À travers beaucoup de femmes dans l'histoire, on se rend compte de cela. Bien que ce ne soit pas, on va pas dire c'est pas forcément avec la très bonne personne, mais on comprend qu'il y a aussi cette nécessité pour les femmes de pouvoir s'exprimer. Si c'était un homme, ça aurait fait peut-être moins parler, mais justement, pourquoi pas prendre le prisme des femmes? D'accord. Alors, Donald Nzié, on vous retrouve dans quelques minutes.
Avec Momo Help, emprunte jusqu'à 100 000 francs pour effectuer tes transactions et rembourse plus tard. Souscris au étoile 126, étoile 61 dièse. Avant de retrouver Donald Nzié, reprenons la route de Nkonsamba pour nous attendre Jules Noël Chankio. Vous êtes avec nous, Jules? Effectivement, monsieur. On a été coupé tout à l'heure. Alors, on parle de votre livre L'avenir linguistique de l'Afrique, le rôle crucial de la responsabilité parentale. Vous avez fait un constat, et vous l'avez d'ailleurs mentionné dans votre livre, chaque mois, plusieurs langues maternelles africaines disparaissent et on n'a pas malheureusement l'opportunité de les sauver simplement parce qu'il n'y a pas de locuteur. Effectivement. Il y a une carence triade de la transmission intergénérationnelle. Ça veut dire que les parents n'enseignent plus leur langue maternelle à leurs enfants. D'où cette disparition en cascade là. Et l'avenir linguistique de l'Afrique est vraiment en danger si les solutions ne sont pas prises et appliquées efficacement. Dans les 50 années qui suivent, près de la moitié des langues africaines auront disparu. Vous faites savoir qu'il faut absolument qu'au niveau de la cellule familiale, les parents apprennent leur langue à leurs enfants. Comment est-ce qu'on s'y prend pour éviter de tuer ou de voir mourir nos langues? Oui, effectivement, comme vous le dites, il faut qu'au niveau de la cellule familiale, que les parents reprennent l'initiative de parler leur langue maternelle à leurs enfants.
Il faut que ces parents redéveloppent déjà l'amour pour cette langue-là. Parce que plusieurs parents n'aiment pas ces langues. Ils les méprisent parce que pour certains, ce ne sont pas des langues de prestige. Les langues ne sont pas vendeuses sur le marché international et ainsi de suite. Alors que ce sont des conceptions a priori qui ne sont pas justifiées. Mais il faut donc que chaque parent développe son amour pour sa langue maternelle. Et de là, il va avoir donc le courage et l'amour de transmettre cette langue à ses enfants. Alors, comment est-ce qu'on fait pour apprendre et enseigner chaque jour des langues nationales à la maison, les langues, on va dire, maternelles? Vous nous faites savoir qu'il faut toute une école pour amener les parents à mieux apprendre à enseigner leur langue. Pas nécessairement, ça c'est juste une des mesures. Déjà naturellement, si un parent maîtrise déjà d'emblée lui-même sa langue maternelle, il va mettre tout naturellement à ses enfants dans les conversations quotidiennes. Oui, déjà au berceau, il faut qu'il commence à parler cette langue à ses enfants. Et ils vont grandir dans cette atmosphère-là, ils vont s'immerger dans cette langue. Et la transition va se faire tout naturellement. On n'a même pas besoin de forcer, on n'a même pas besoin d'un programme. C'est tout naturellement que les parents conversent avec leurs enfants dans leur langue maternelle. Et la transmission va se faire tout naturellement et sans forcer. Est-ce que la coexistence des deux langues ou des trois langues, généralement il y a des langues européennes qui arrivent, ce sont des langues de la science, de la technologie. Est-ce que cela ne va pas embêter en réalité l'enfant que de maîtriser seulement les langues maternelles dans la mesure où c'est beaucoup plus le français et l'anglais qui sont parfois des langues académiques et scolaires? Bien sûr, c'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que les enfants doivent maîtriser seulement la langue maternelle, non. Ils doivent maîtriser en premier la langue maternelle et ensuite les autres langues aussi. Vous faites savoir dans votre livre d'ailleurs que il a été prouvé que les enfants qui ont maîtrisé leur langue maternelle ont des facilités à apprendre les autres langues un peu plus tard. Oui, effectivement, et je vous donne des données empiriques. Sur ce chapitre-là, il a été prouvé un peu partout dans le monde que lorsqu'un enfant a la langue maternelle, l'apprentissage des autres langues est facilité. Il maîtrise d'autres langues avec plus de facilité. Ça a été prouvé. Et c'est encore vérifié si nécessité, si impose. Généralement, on l'a vu dans certains villages, on enseigne encore où on explique les mathématiques en langue maternelle. Est-ce que c'est une pratique à davantage à encourager? Bien sûr, de telles pratiques sont à perpétuer si jamais elles existent. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce qu'il dit quelque part, il y avait ce genre de concessions péjoratives qui nous donnaient l'impression que les langues maternelles les langues africaines étaient tellement inférieures qu'on ne pouvait même pas s'en servir pour expliquer certaines matières, sans même parler des mathématiques, même des matières les plus faciles comme le français et autres. On se disait que les langues maternelles étaient tellement inférieures et limitées, les langues africaines, pour moi, qu'on ne pouvait pas les utiliser pour expliquer de telles matières. Si déjà on les utilise pour expliquer les mathématiques, alors c'est qu'elles se sont prouvées plus efficaces et plus capables qu'on en avait pensé. D'ailleurs, dans votre livre, vous poussez la réflexion un peu plus loin lorsque vous essayez de dire que généralement on prend pour prétexte le fait que les langues maternelles, j'allais dire nationales, sont pauvres en termes d'expression. Il faut les enrichir avant de les enseigner. Vous dites plutôt que c'est le contraire. Elles sont riches et que c'est peut-être certaines données nouvelles qui peuvent être ajoutées dans ce qu'on appelle l'appropriation ou des emprunts. Comme plusieurs langues l'ont d'ailleurs fait, le français emprunte quelquefois à l'espagnol et même à l'anglais. Donc nos langues maternelles peuvent faire pareil. Effectivement. Déjà naturellement, nos langues africaines sont bien riches. Oui, elles peuvent servir à exprimer toutes les idées et tous les concepts. Bon, c'est vrai qu'il y a des idées nouvelles qui émergent, surtout dans le par exemple dans le secteur de l'informatique et ainsi de suite, mais nos langues peuvent aussi évoluer. On adapte des termes qui sont appropriés pour exprimer ce nouveau concept qui naissent. C'est tout naturel, c'est très faisable. Alors, à qui s'adresse votre livre qui est disponible sur la place publique? En fait, à tous les parents africains.
Parce que je me suis rendu compte, c'est que la majorité des parents africains n'estiment plus les langues et du coup ne les transmettent plus à leurs enfants. Bon, j'adresse ce livre à tous les Africains, tous les parents africains, même ceux qui sont déjà en train de faire un effort de transmettre cette langue. Ce livre va les motiver. Alors là, je crois qu'on l'a définitivement perdu une seconde fois. Mais je crois que l'essentiel a été dit, en tout cas sur ce livre, en espérant évidemment qu'on l'aura, un de ces quatre, à Yaoundé, l'avenir linguistique de l'Afrique, le rôle crucial de la responsabilité parentale. C'est donc un livre de Jules Noël Tankio, publié aux éditions La Matin et donc disponible sur la place publique. Il n'est pas parti, Donald Zier, vous êtes toujours avec nous, Gigolo. Alors, il y a bien le sous-titre de ce livre qui nous rappelle quelque chose de particulier, la bonne, la brute et le brigand. Oui. C'est quand même, on comprend le sens. Oui, et c'est un clin d'œil pour les personnes qui ont des références cinématographiques au fameux film de Sergio Leone, La bonne, la brute et le truand. Oui, c'était un très bon film et d'ailleurs, il y a même toute une chanson qui est récemment sortie qui parodie bien cet exploit cinématographique. Est-ce que vous avez déjà à votre niveau, parce que c'est vrai, vous reflétez les réalités quotidiennes des gigolos. Tout à l'heure, on parlait de la difficile acceptation de la société. Est-ce qu'on envisage que le livre, si soit un de ces quatre, peut-être puisse migrer vers un film? Pour la dire en cours, quand je travaillais sur à la phase de plan de l'écriture, j'ai travaillé aussi en même temps sur un scénario de film. Le problème étant que quand je me suis mis à écrire le roman, j'ai vu que le scénario était bien trop énorme pour un seul film. Oui. Donc à ce moment-là, j'ai abandonné le projet sous la forme du film et j'ai plutôt pensé à faire une série télévisée. Je vais dire que pour adapter, ce sera plus facile en série télé ou pas un seul film dans tous les cas. C'est bien trop... Toute une série. Oui, il y a de la matière. Pour ceux qui vont lire, ne serait-ce que le concept des pieds de bœuf. Donc le club de Kevin, le club des gigolos de Kevin par exemple, peut faire l'objet d'une série. Il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de sous-intrigues qui peuvent être développées plus amplement dans le cadre d'une série. Tout à fait. Alors déjà dans le livre, on est gâté en termes de rebondissement. On parle un peu de tout, des thèmes comme la sorcellerie arrivent. Au-delà de l'amour, de la frivolité et des amours faciles, un peu Kleenex, qui commencent aujourd'hui et s'arrêtent demain, ou des amours qui sont uniquement fixés avec comme base l'argent. Oui, l'argent. C'est une thématique, on va dire, centrale, une des thématiques centrales de l'ouvrage, à travers ne serait-ce que l'objectif du personnage principal. Son amour est lui-même déjà soumis à l'argent en réalité. Oui. Il aime parce qu'il y a de l'argent. Oui. Sans argent, pas d'amour. En fait. Et il est le fruit de la société dans laquelle il vit. Parce que concrètement, c'est parce que c'est de ce qu'il a vu autour de lui. Il s'est dit que voilà, dans sa vie, c'est quand il aura telle somme d'argent qu'il va pouvoir commencer à vivre. Est-ce que finalement, ce n'est pas lui le plus sincère? Parce que généralement, d'autres relations sont basées sur les mêmes intérêts, mais avec un peu plus d'hypocrisie. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le livre, en réalité, pose beaucoup plus de questions. Je ne vais pas dire qu'il ne répond pas à certaines questions, mais il pose beaucoup plus de questions qu'il n'y répond. Parce qu'il y a justement, il y a des faits qu'on présente. Oui. On va voir, en suivant le personnage de Kevin, on va par exemple se dire que c'est l'argent qui est le maître. Mais on va suivre encore d'autres intrigues, par exemple à travers le troisième personnage, Richard. On va voir que ce n'est pas peut-être ça. Pour lui, ce n'est pas ça qui est la base d'une relation. Une relation solide, oui. Voilà. Donc, il y a justement ces questions-là. Il y a ces questionnements et c'est en suivant. Chacun peut se faire son interprétation à travers des scènes, à travers les personnages, de ce qu'il va retenir, ce qu'il va voir d'essentiel. Et puis aussi, on peut voir à l'intérieur l'amour familial. Oui. Avec une sœur qui se bat pour effectivement savoir quelles sont les raisons, sinon les causes du décès
de la disparition. Oui, de la disparition. C'est-à-dire qu'elle vraiment se lance dans le combat. Oui. A-t-on encore aujourd'hui des sœurs, des personnes capables de nous défendre dans nos familles quand on sait que les familles sont souvent remplies d'hypocrisie? La vraie question est, est-ce que nous avons pour des sœurs pareilles, sommes-nous souvent des frères qui vont justifier un combat pareil? En lisant l'histoire, on se rend compte que le lien, par exemple, entre Vanessa et son frère est très fort par rapport à celui de ses autres frères même. C'est la raison pour laquelle elle se lance dans cela. Donc il y a déjà, même à travers le personnage de Richard, on voit justement ce lien de la famille là. La disparition d'une femme qu'il considérait comme sa mère est encore vivante, bien sûr, mais à un temps il a vécu dans la maison de celle-là qui disparaît. C'est justement la douleur et le fait de se dire que peut-être, est-ce qu'elle est vraiment morte comme on est en train de dire, elle est morte de façon si abjecte. Et il mène son enquête, c'est justement ce lien familial là. Oui. Fort d'abord à la base, qui justifie cette quête de réponse autour de la disparition de son frère. Il y a aussi la question du suicide quand même qui est évoquée. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. Des personnes meurent, des personnes se donnent la... Mais c'est une fuite en avant en quelque sorte. Oui, une fuite en avant. Mais pour là-bas, c'est autre chose. C'est-à-dire que vraiment on maquille un meurtre en suicide. Et même là, la thématique est présente à travers le fait que les membres de la famille de la suicidée se disent qu'elle s'est vraiment suicidée. On ne donne pas les raisons, mais ça les affecte à leur niveau. Il n'y a qu'un seul, justement, le fameux Richard qui va se poser des questions et se dire que non, elle ne le ferait jamais. Le mari même de la personne, lui, ne veut pas trop entrer en profondeur, même s'il va se dire que non, elle ne pouvait pas se suicider. Lui, il préfère se dire... Voilà, elle a préféré se suicider, je ne vais pas me poser trop de questions. Mais il n'y a que son filleul qui va dire que non, il va falloir que je trouve parce qu'elle ne l'aurait pas fait. Il y a quelque chose de louche. Connaissant la psychologie, c'est peut-être cette raison qu'il faut généralement maîtriser aussi les personnes avec qui on vit. Effectivement. Nos proches. Mais est-ce qu'on peut connaître totalement quelqu'un? Du moins essayer. On peut essayer, mais c'est très compliqué. Le livre... est adressé à qui? Parce qu'il parle quand même des sujets un peu sensibles. Est-ce qu'on va dire que c'est pour les adultes? Le livre s'adresse aux personnes, aux lecteurs matures. Je dis mature justement à travers les thématiques qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas un livre qu'on va donner en général à, on va dire, à un enfant par exemple. Mais il s'adresse aux lecteurs matures, à ceux-là qui vont aimer les histoires qui vont les déranger. Pas les histoires où on va se sentir confortable, on va se dire que tout va aller bien dans le meilleur des mondes. C'est un livre réaliste, c'est un livre qui dépeint une réalité qu'on va se dire sombre, mais en réalité, c'est la réalité. Il faut dire que la vérité est jetée violemment aux yeux des lecteurs. Hein. En fait. C'est-à-dire que sans gants, vous vous retrouvez exactement face à notre monde en ce moment. On parle de Covid-19. Cette période vous a marqué apparemment. Oui, la période m'a marqué. Il y a eu beaucoup de choses, le confinement... Pas confinement, dans l'histoire j'en parle. La façon qu'ils vivent le confinement, qu'on a vécu le confinement local, ce n'était pas comme à l'international. Pas du tout. C'était un confinement sur le papier. Sur le papier parce que les gens sortaient et chacun continuait à chercher son pain quotidien. C'était un peu difficile de rester couché chez soi. Effectivement, et dans l'histoire justement, il y a quand même ce petit clin d'œil pour remarquer la temporalité. Il faut savoir que ce n'est pas un livre de 2024. À l'intérieur, on a aussi les réseaux sociaux qui... vraiment, c'est le monde aujourd'hui tel qu'on le vit. C'est un peu comme si on jetait un coup d'œil à la fenêtre pour regarder passer des hommes et des histoires et qui ont été contées dans votre livre. Est-ce que s'il fallait retoucher quelque chose, qu'est-ce que vous avez ou vous souhaiteriez enlever au cas où il y a des choses à ajouter plutôt? Tel qu'il est là présentement, pour la retouche, je suis vraiment ouvert. Parce que une des remarques qu'on fait quand on le voit déjà en apparence, on se dit il est énorme. J'invite souvent le lecteur qui va oser tenter l'aventure de me dire à la fin, selon toi, qu'est-ce que j'aurais pu supprimer encore dans l'histoire? Parce qu'il y a justement une première version de l'histoire qui était bien plus énorme. Je l'ai envoyé à certains mes bêta lecteurs à l'époque. Quand ils l'ont lu, ils m'ont fait savoir qu'il y a certaines parties qui sont un peu lourdes. Il fallait retirer, Et j'ai retiré, en retirant, j'ai même retiré d'autres qu'ils ne voulaient pas. Mais en relisant, je me suis rendu compte qu'elles étaient plus pertinentes. Et même au lecteur, le lecteur qui va lire va se rendre compte qu'il y a des parties que je n'ai pas explicité tout. Mais malgré tout, il a eu cette taille-là que personnellement, je ne m'y attendais pas. Alors, qu'est-ce qui justifie la première découverture? Parce que là, quand même, la première découverture, c'est la fenêtre à travers laquelle on guette quand même le livre qui attire, les personnages qui sont marqués. Pourquoi le choix de ces
personne particulièrement, une jeune fille avec une greffe, un monsieur derrière. Qu'est-ce qui justifie le choix de cette première découverture? Déjà, je voulais une première découverture qui devait permettre de comprendre qu'à travers le titre, ce n'est pas un seul personnage qui sera peut-être dépeint. Il y en aura 3. Il y a 3 personnages principaux pour les lecteurs qui vont le découvrir. Il y a 3 personnages principaux. Je voulais une couverture qui va les présenter à leur façon, je vais dire en termes de priorité. Mais j'ai aussi laissé le libre choix à mon illustrateur qui est mon frère, qui de faire son interprétation en fonction de ce que je lui disais. Et le résultat a dépassé. Donc satisfaisant. Oui, extrêmement. Et même les couleurs. Des couleurs, est-ce qu'il y a un symbole autour des couleurs choisies? Évidemment, le rouge déjà pour le sang, il y a du crime, on va dire qu'il y a du crime, il y a du drame. Le noir justement par rapport au polar, le livre c'est un roman, c'est un polar. Donc quand on dit polar, les gens peut-être n'assimilent pas, mais c'est un roman policier, c'est un roman simplifié ou un thriller. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai choisi sur la couleur du noir. Et pour les personnages, on va dire que c'est une représentation artistique. Pas bien sûr comme je les ai exactement dans la tête, mais chaque lecteur va se faire son interprétation. Mais à travers la couverture, on a déjà une vue artistique de tout un chacun. Le livre est là, il est disponible. Je me rends compte que c'est l'auto-édition. Oui, effectivement. Pourquoi pour le moment. Pas une maison d'édition pour le moment? Il y a une première vague. J'ai cherché au niveau international, au niveau francophone. En local, il n'y a pas. Au niveau des adresses, il y a souvent ce manque-là. Parce que j'envoyais souvent par mail. Pour l'envoi en physique, c'est souvent plus compliqué. Oui. J'envoyais en mail, donc j'ai envoyé une première vague chez les éditeurs français. Il est en cours de traduction en anglais. J'ai aussi envie de faire, puisqu'on est un pays bilingue, j'ai envie de faire une version bilingue en français et en anglais. Et pourquoi pas chercher aussi du côté anglo-saxon du côté de l'éditeur. Et il est ouvert même pour l'édition. Ouvert pour l'édition, même par un éditeur camerounais qui peut nous écouter en ce moment, qui est intéressé. Oui. D'accord. De toutes les façons, il y a ce livre. Où est-ce que, en attendant, où est-ce qu'on peut avoir le livre pour le lire? On peut se le procurer sur Amazon en la version numérique. Oui. Il est disponible sous le titre Gigolo avec mon nom d'auteur Amazon, et en version physique, il est disponible chez moi par mon numéro. Je ne sais pas si je. Allez-y, donnez votre numéro de téléphone. Le 652 62 43 12. Il est disponible à la. Il faut reprendre le numéro. 652 62 43 12. Je suis plutôt impressionné par votre jeunesse et impressionné également par la qualité de l'écriture, la qualité de l'histoire, la qualité de l'intrigue, comment tout cela est mêlé, mis ensemble, comment le récit évolue progressivement. On se rend bien compte que, je ne sais pas, vous avez lu beaucoup de livres et vous avez aussi regardé beaucoup de films, l'imagination et la création, c'est vraiment un grand rendez-vous lorsqu'on lit ce livre. Donc, moi, honnêtement, je vais conseiller aux auditeurs de le lire. Pourquoi est-ce que vous direz à quelqu'un de le lire? Pourquoi est-ce qu'il faut le lire? Je conseillerais, j'exhorterais même un lecteur qui sera encore hésitant à le lire parce que, déjà, on n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de livres qui sont cinématographiques. Moi, mon initiation de la lecture, je n'aimais pas la lecture même au niveau du collège. Parce qu'il y avait cette impression parfois que certains livres n'étaient pas très imagés. Il y avait beaucoup de, on va dire, textuellement le gros français. Et quand j'ai découvert au niveau du supérieur qu'il y avait de ces livres-là qui pouvaient être cinématographiques, en lisant le livre, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup, c'est très imagé. Je me suis rendu compte on peut visionner en lisant. Oui. Donc, personnellement, j'ai écrit un livre qui se visionne. C'est textuellement ça. Même au niveau des chapitres, la structure des chapitres est vraiment axée dans le sens où même en lisant quotidiennement un chapitre, ce n'est pas lourd. Oui. Même quelqu'un qui lit, on ne va pas dire qu'on ne lit pas. Ce qui est paradoxal est que nous n'avons jamais été une époque où on lit autant. Mais nous lisons juste beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un écrit un pavé, on va avoir tendance à lire. Mais quand il va s'agir de livres, on va dire non, je ne peux pas lire. C'est pour ça que je conseille même à mes lecteurs, je dis, même en lisant un chapitre par jour, il y a justement ce concept de cliffhanger. Chaque fin de chapitre, je fais en sorte qu'il y a cette accroche-là qui va souvent initier la poursuite de la lecture. Je rappelle que j'ai peut-être reçu votre livre il y a 3 semaines. Oui. Il y a peut-être 3 ou 4 semaines. Oui, moins d'un mois en tout cas. J'ai pris le temps de lire parce que je voulais bien savoir. J'étais curieux. Oui. J'étais vraiment curieux de savoir ce qui était à l'intérieur. Et puis finalement, je me suis dit,
ça en valait la peine parce que le livre, il est plutôt bon. Merci Donald Zier. Moi, je vais te souhaiter beaucoup de courage pour la suite et certainement beaucoup de succès pour ce livre, ce roman policier, ce thriller, comme vous l'avez appelé. Et voilà, on va se dire certainement à la prochaine. Ok, merci à vous aussi.